Pourquoi, personnellement, je suis arpenteur géomètre, je peux vous dire que des lignes électriques ont marché pas à peu près dans ma vie. J'ai jamais vu ça, moi, une ligne électrique, où est-ce qu'il y a 7-8 pieds de broussailles, c'est du gazon, c'est haut comme ça, il y a des trails de 4 roues. Il me semble que j'ai à peu près jamais vu ça. C'est une nouvelle façon de faire? L'exploitant, une fois que la ligne est construite, qu'elle est en exploitation, c'est notre division Transénergie qui assume l'exploitation de la ligne. Et ils ont les mêmes pratiques que nous. Et leur préoccupation, c'est de s'assurer qu'il n'y a aucun arbre qui pousse au-delà de 2,5 mètres qui puisse être maintenu dans l'emprise. Ils font ça de façon manuelle ou ils font avec des produits? Ils ont toute une brochette de méthodes d'entretien de végétation qui est choisie selon les caractéristiques du milieu. Donc, ça peut se faire de façon manuelle, ça peut se faire d'autres façons. Okay. Donc, il y a des produits chimiques encore qui sont utilisés. Dans les milieux, dans les milieux terrestres secs, qui le permettent. Dans un milieu comme ici, où il y a beaucoup de cours d'eau, beaucoup de ruisseaux, des milieux humides, c'est les pratiques manuelles qui sont sélectionnées à ce moment-là. Donc, et à chaque fois que Transénergie démarre une campagne d'entretien de végétation dans une région, elle doit soumettre une demande d'autorisation au ministère de l'Environnement aussi, et donc évaluer les impacts de cela et déterminer toutes les zones sensibles. Mais les propriétaires n'en sont pas avertis. On va se battre encore avec eux. Oui, les propriétaires sont avertis, c'est sûr. Les propriétaires sont toujours avertis. Oui. OK. Sur les valeurs des propriétés, on va... Marie-Josée? Attends, oui, on arrive. Marie-Josée, s'il vous plaît. Attention, Marie-Josée, sur la valeur des propriétés. Bon, pour la valeur des propriétés... Madame va répondre. Je peux donner, Madame va donner l'information, puis après ça, on verra si c'est complété. Vous n'êtes pas dans le domaine, madame, vous êtes ingénieur. Est-ce qu'on pourrait avoir monsieur qui répond sur l'immobilier pour voir s'il dit la même chose qu'à Sainte-Adèle, que ça n'aura pas d'impact? Bonjour. Votre question, c'est... Présentez-vous donc. Mon nom, c'est Daniel Jacob. Je suis conseiller expertise immobilière à Hydro-Québec. Conseiller quoi? Expertise immobilière à Hydro-Québec. Votre question, c'est quel est l'impact de la présence d'une ligne sur la valeur des propriétés? Il y a plusieurs études qui ont été effectuées depuis de nombreuses années, 40 ans. J'ai regardé à peu près 40 ans. Il y a plusieurs de ces études-là ou des résumés de ces études-là qui sont disponibles sur Internet. Et puis, il n'y a pas de consensus quant à l'impact. Et attention, continuez, s'il vous plaît. Et le problème pour évaluer l'impact particulier, c'est les données. C'est la valeur probante de l'isolation d'un facteur, comme dans ce cas-ci, la présence d'une ligne. Si je regarde la présence d'une ligne par rapport aux autres facteurs, il y a de la réaction d'un acheteur et d'un vendeur qui est toujours différente. En fait, ce que je crois, c'est que vous avez tout à fait raison, en grande partie, si je prends en milieu, par exemple, Mirabel, Terrebonne, tous ces coins-là, où les gens ont des lignes électriques dans leur cour arrière. J'ai plein de propriétaires qui en sont même contents parce qu'ils se disent qu'il n'y aura pas de voisins en arrière. Nous, on est en zone de villégiature, on est en pleine forêt, ça n'a absolument rien à voir. On est ici justement parce qu'on n'a pas d'ondes électromagnétiques. Moi, là, le cellulaire rentre même pas chez nous dans la maison, puis j'en suis bien content. Donc, on vit dans la région ici pour ça. Et là, ça a une valeur, ça fait perdre beaucoup de valeur à nos propriétés parce que les gens qui s'installent ici pour ça, justement. C'est bon. Alors, on continue. C'est bon. Il y a monsieur... Pouvez-vous préciser? Pouvez-vous aller plus loin? Non? Non. C'est bon. Combien d'études sur la question? Combien d'études? Est-ce qu'il y a des études? Nombreuses, combien? Moi, je peux vous dire que j'en ai consulté au-delà de 35-40. 35-40? Oui. On va vous les donner, ça va nous faire plaisir. En zone de villégiature, effectivement, vous avez raison, je n'ai pas trouvé d'études en zone de villégiature. On va finir là-dessus, puis ensuite, il y a monsieur ici qui a demandé la parole. Juste une petite seconde. Juste une petite seconde. Allez-y, oui. Merci de votre intervention. Merci surtout de la question qui a été posée concernant les valeurs immobilières. Merci de votre réponse.
Je ne sais pas si vous possédez un permis de courtier immobilier. Est-ce que ça fait partie de vos champs de compétences? Non. Non. Okay, alors, je suis Serge Joubert, je suis résident permanent de Saint-Adolphe. Je connais Saint-Adolphe depuis les années 80. Dès qu'on pose le pied dans la municipalité, il y a une âme particulière ici, et les gens qui y vivent ont aussi une âme particulière. Je possède un permis de courtier immobilier depuis 16 ans, et que ça soit en ville, je peux vous dire pertinemment que ça soit en ville ou en campagne, en villégiature, peu importe, c'est évident que ça a un impact sur la valeur marchande des propriétés. C'est évident. Premièrement, en tant que professionnel de l'immobilier, on doit conscientiser tout acheteur qui a une ligne projetée à Saint-Adolphe-Toward. Alors, c'est un avis de divulgation qu'on doit faire. Le vendeur doit divulguer l'information et essayer de m'aider de trouver un acheteur qui va être conscient de ça et qui va vouloir acheter sans connaître aucunement ce qui va se passer ici. Première difficulté. Deuxième difficulté, c'est quand les pylônes sont existants et qu'on les voit à partir de la propriété, qu'on est présent, ça a un impact sur la valeur marchande. C'est sûr qu'un acheteur veut négocier à la baisse le prix. Alors, c'est évident. Alors, pour répondre à la question, peu importe les études qui ont été faites, c'est sur le terrain que ça se passe, puis sur le terrain, c'est un impact financier de l'ordre d'environ 15 à 25 des valeurs marchandes. Merci, monsieur. On va venir de ce côté-ci. Si vous me permettez, j'y vais en alternance. Monsieur a demandé la parole de ce côté-ci. Monsieur. Mon nom est Eddie. Ça marche? Non, ça marche pas. Voilà, ça marche. Oui. Mon nom est Eddie Grell. Je suis propriétaire d'un terrain justement où passe la ligne au-dessus de la 329. J'ai vu qu'il y a une belle photo là-bas qui montre un peu, on voit, je peux utiliser je vais avoir besoin d'un pylône. C'est peut-être plus ça un pylône que le micro. On monte, sur toutes les photos d'ailleurs, pas juste chez nous, on voit la montagne et on voit la simulation visuelle, on voit ça. Mais en réalité, ce qu'on nous montre jamais, et ce que vous dites que vous utilisez, que nous, on met en doute vos simulations visuelles. Vous nous montrez Saint-Bruno de Montarville, qui est tout plat. Il n'y a pas de forêt, c'est à plat. Il y a des pylônes. Vous rajoutez des pylônes, voilà la taille. On respecte les tailles. Ben oui, on voit que vous respectez les tailles. Mais l'impact visuel ici, c'est pas du tout la même chose qu'à Saint-Bruno. Vous utilisez des experts en aspect géométrique, des données laser, des précisions d'arbres au centimètre, des logiciels 3D. Mais malheureusement, vous ne pouvez pas montrer des simulations de partout. Vous montrez ça partout, ou plutôt ça, ou ça, ou ça, dépendant des scénarios. Vous ne montrez jamais l'autre côté, qui va être ça. Vous nous montrez ça et pas ça. Comment ça se fait? Il n'y a aucune simulation de montrer nulle part qui montre ici et qui montre, vous parlez de déboisement, que quand vous avez un déboisement à plat, vous avez un corridor comme ça, on ne voit pas la ligne. Quand vous faites ça, on commence à avoir un trait, comme si on passe une efface sur le bord de la montagne. En face de chez moi, on voit encore l'ancienne route 329 qui passe dans le bois. On voit les arbres sont là. Là, il y a un espace, puis il y a le restant des arbres. Ça, c'est l'ancienne route 329 qui passe là. Je ne sais pas quand, 65, quelque chose que la nouvelle route a été faite. On le voit, il y a une coupe dans les arbres. On ne voit aucune simulation nulle part de cet aspect-là. Pourquoi? Merci beaucoup. Je vais demander à M. Mathieu Brochu de la firme WSP. Dans le fond, c'est lui qui a pris les photos. Oui, bonjour. Parce qu'il y a certaines photos où on les voit, sont peut-être pas tout affichées, là, mais on en a où on voit les emprises. Il y a beaucoup de photos, effectivement, où on voit les emprises, par exemple, le mont Avalanche. Oui, en arrière-plan. Puis, c'est parce qu'on prend des points de vue représentatifs de la région, des points de vue sensibles. Évidemment, si on allait se mettre dans l'emprise directement... une vue de l'emprise. Vous le montez, là, vous évitez la question encore. Mais je ne suis pas sûr de comprendre votre question. Ma question, c'est... Effectivement, si on se place dans l'emprise, c'est très, très visible. Comme ça dans vos simulations. Il
n'y en a aucune qui est comme ça. C'est parce qu'on est... Quand vous êtes d'accord avec moi que si on déboise sur un flanc, sur un angle, Oui. on va voir un trait. C'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on voit au lac. Qui est à 25 km. C'est ce qu'on voit au lac de la Montagne. C'est ce qu'on voit aussi au mont Avalanche. Les emprises sont... Non, elle est visible du mont Avalanche. Voilà. Mais l'emprise est simulée sur toutes les simulations. On a des méthodes avec les fichiers LIDAR. Les fichiers LIDAR, c'est des fichiers laser qui nous permettent de modéliser le sol, mais aussi la végétation, les bâtiments, les infrastructures, à une précision de 20 à 30 cm. Donc, on est capable de venir couper l'emprise dans ça et de savoir si l'emprise est visible ou pas et de la simuler sur les images de manière très, très précise. José, c'est bon? Est-ce que c'est possible d'ouvrir une fenêtre, peut-être? On va essayer d'ouvrir quelques fenêtres derrière. Vous avez raison, j'ai chaud aussi, moi aussi. Est-ce qu'on peut ouvrir des fenêtres de ce côté-là? Monsieur, s'il vous plaît. Puis ensuite, madame, je vais aller vous voir, je vous oublie pas. Monsieur. Moi, c'est Bernard Duplessis. Je ne fais pas partie du comité aviseur. Je suis un citoyen de Saint-Adolphe. Et ce que monsieur a dit hier pour les simulations, c'est qu'on ne pouvait pas garantir absolument la perfection de ces... Je comprends. On ne pouvait pas garantir la perfection de la simulation. Alors, c'est évident, quand on regarde les simulations, on voit les trucs, que ça a été vraiment là, photoshopé, hein, pour qu'on s'arrange pour que ça soit le moins pire possible. Mais en réalité, ça ne sera vraiment pas ça. Parce que la tour, quand on est au lac, la tour, on la voit bien avec un temps ensoleillé, comme sont les photos présentement. Là n'est pas ma question. Je voudrais juste vous sensibiliser par rapport à l'opération de Hydro-Québec, qui, en somme, est une opération de diviser pour régner. Car depuis le début, quand Hydro nous a présenté ses tracés, l'objectif, c'était de diviser pour régner. C'était ça. Le tracé A, le tracé C, ça a fait en sorte de diviser automatiquement la population. Quand Hydro-Québec nous disent qu'ils ont optimisé le tracé A, qu'ils nous imposent en passant, encore une fois, ils divisent pour mieux régner, parce qu'ils travaillent à la pièce avec chaque personne individuellement. Pas dans ma cour, on s'en va un petit peu plus par là, un petit peu plus par là. Ça divise la population de Saint-Adolphe. Moi, je suis dans un endroit où je ne verrai pas les pylônes. Mais au lac Bourque, le petit lac, si merveilleux, devant le quai, il va y avoir un immense pylône. C'est là que nous, on s'en va méditer. Alors, moi, je demande à Hydro-Québec, aux citoyens de Saint-Adolphe, d'être solidaires, de demander un BAP avec nous, de demander un BAP et de passer dans les lignes existantes. Merci. Madame Petit, qui attend depuis bien longtemps. Vous vous présentez, s'il vous plaît, madame? Suzy Bernier, citoyenne de Saint-Adolphe. Peut-être que ça va aller un petit peu dans le même sens. C'est sûr que la présentation, elle pourrait durer pour moi une journée complète. Je vais toujours rester avec des doutes parce que quand c'est le promoteur qui nous vend son projet, en tout cas, moi j'ai beaucoup de points d'interrogation dans la tête et j'ai regardé un peu qu'est-ce qui se passait quand il y avait des BAP. Bon, j'ai fouillé un petit peu là-dessus. Et j'ai trouvé qu'à un moment donné, Grand Brûlé a voulu aller vers l'ouest, faire une ligne vers l'ouest, mais à ce moment-là, on parlait d'une ligne 315 kV. Et c'était les mêmes argumentaires. On ne fournit pas tout ce que vous avez nommé, en fait, c'était exactement les mêmes argumentaires. Puis, j'ai trouvé ça intéressant d'aller voir la conclusion du BAP à ce moment-là. Et
c'était que ce projet-là n'était pas essentiel à la sécurisation de l'alimentation en électricité de cette région, alors que c'est ce qu'Hydro avait dit, et que finalement était d'avis que l'utilisation de la ligne projetée était à des fins d'échanges commerciaux d'électricité. C'était comme le seul élément qui pourrait justifier un investissement de cette nature-là. Je ne dis pas que c'est la même chose ici, sauf que quand c'est le promoteur qui nous vend un projet, je pense que et que la conclusion d'Hydro-Québec était tout à fait différente de celle du BAP, ben je pense que les questions sont importantes à maintenir. Depuis, Hydro-Québec a fait beaucoup de progrès. Des progrès à trouver des stratégies pour contourner le Bureau des audiences publiques. Des progrès en déployant des opérations qui sont très à la mode. Hein? Maintenant, on utilise des firmes de relations publiques. Enbridge, TransCanada. Si vous avez vu la fuite du document des relations publiques de TransCanada, c'est incroyable. Ça vaut la peine pour s'éduquer d'aller lire ça. Donc, et c'est ce qu'Hydro fait, on utilise des firmes de relations publiques. Donc, des experts, je vous dirais, c'est comme l'art d'obtenir l'acceptabilité sociale quand des citoyens veulent rien savoir d'un projet. Et vous savez, il y a des grands colloques à grands frais où les entreprises vont assister pour savoir comment faire avaler leurs pilules au monde. Donc, comment les endormir. Bon, on vient de parler de simulation, mais comment les diviser, ça, c'est encore mieux. Regardez en Abitibi avec les minières, il n'y a pas juste le désastre écologique, il y a des communautés qui sont blessées, brisées, parce qu'on a su les diviser. Donc, oui, la solidarité, absolument. Je me dis, tous ces grands progrès-là, si à la place, on investissait autant d'énergie puis d'argent pour développer des solutions novatrices, parce qu'on est quand même en 2014, et si on veut pas que le Québec soit... Si on veut pas que le Québec soit un champ de couture, parce que c'est vrai que dans la Malbaie, moi, j'étais allée... Ça faisait très longtemps que j'étais pas allée, et c'est incroyable. C'est incroyable. Incroyable. Et ça, c'est qu'on peut pas revenir en arrière. Hein? Donc, s'il y avait autant d'énergie, d'argent, parce que je me demande vraiment comment ça coûte, toutes ces firmes-là, je serais curieuse, pendant qu'on augmente les factures d'électricité du monde pauvre, je serais vraiment curieuse, et c'est nous qui payons. Exactement. Donc, il y a un beau documentaire de Nicolas Boisclair qui explique toutes des approches qui pourraient être novatrices et pas destructrices de cette façon-là. Donc, voilà mon propos, c'est un commentaire. Puis, je terminerai en disant que Hydro-Québec, la nationalisation, ça a déjà été une fierté pour les Québécois, les Québécoises. C'était de reprendre en main, travailler pour le bien commun. Et maintenant, malheureusement, c'est devenu une honte. De ce côté-ci, madame, s'il vous plaît. Je m'appelle Lise Da Silva. Je suis résidente de Saint-Adolphe depuis près de 30 ans, puis je suis la présidente de l'Appel du lac Sainte-Marie. Ça me fait de la peine ce qui se passe, parce que je voudrais voir les 2 dernières diapositives sur les valeurs d'Hydro-Québec. C'est important qu'on les voit ensemble. Avant la période de questions, là, il y a une diapositive, l'avant-dernière diapositive, qui parle des valeurs de l'Hydro-Québec. Des valeurs de gestion de l'Hydro-Québec. Pourquoi Hydro-Québec existe? Un projet essentiel pour soutenir le développement local. D'accord? Moi, j'ai une question à poser à l'Assemblée. Est-ce que le projet actuel est bon pour l'économie de Saint-Adolphe? Non! Est-ce que le projet actuel est bon pour la qualité de vie de Saint-Adolphe? Non! Est-ce que le projet actuel, tel que présenté par l'Hydro, est bon pour l'environnement des lacs
et des forêts de Saint-Adolphe, de la flore, de la faune et des écosystèmes fragiles? Non! Moi, je pense que Hydro-Québec, là, je pense que Saint-Adolphe, on doit tout faire pour demander les audiences du BAP parce que, provincialement parlant, nos élus provinciaux, ils se taisent quand il s'agit d'Hydro-Québec, puis de bien d'autres projets quand il s'agit de l'environnement, puis de la qualité de vie, de la flore et de la faune au Québec. Puis je pense aussi qu'il faut être créatif. Quand il y a eu la guerre 39-45, 14-18, on est obligé d'être créatif. On est obligé de revoir nos modes de production, nos modes d'énergie. Et il faut que Saint-Adolphe fasse un scénario de jurisprudence pour le Québec, pour nos forêts, pour nos qualités de vie. C'est important, ça. Et moi, je pense que je remercie les citoyens parce que c'est important. Puis Saint-Adolphe, on a besoin de nos forêts, nous, au Québec. Bravo. Madame Gosselin. Peut-être juste vous répondre que pour l'économie de Saint-Adolphe, si on veut continuer à développer, s'il y a des nouvelles maisons qui veulent se construire, des projets immobiliers dans votre région, le projet est essentiel pour vous alimenter. Non, je m'excuse. Économie, l'an passé, je suis allée écouter la dernière conférence de Mathieu Ricard quand il est venu au Québec. Puis, à travers le monde entier, si on n'est pas capable, comme citoyen de la Terre, comme enfant de la planète, de gérer en ayant dans nos modes de décision économie, qualité de vie, environnement, ben on est fait comme société. Il n'y a personne de ce côté-ci? J'ai dit que j'irais en alternance. Est-ce qu'il y a d'autres gens de ce côté-ci? C'est bon? OK, je vais rester de ce côté-là. Donc, je vais continuer dans les 3 interventions qui viennent d'être dites dans ce sens-là. Je pense que c'est clair, puis Hydro-Québec le sait, vous avez une responsabilité morale de faire un projet qui est acceptable socialement et vous avez décidé d'écarter les autres lignes pour des raisons sociales, principalement. C'est ça que vous avez dit hier. Monsieur, je pense que c'est vous, Monsieur Giroux, qui avait souligné hier que la raison d'être du projet, c'est pour le chauffage. C'est parce que à la pointe de la demande électrique, quand il fait moins 30, on a besoin de chauffage. Alors là, j'ai vu des experts en relations publiques ici, des experts en ligne de transport. Est-ce que Hydro-Québec a déplacé un expert en énergie ou en chauffage aujourd'hui? Est-ce qu'il y en a un dans la salle? En énergie renouvelable. Non. C'est une première question courte. Donc, il n'y a pas d'expert pour ces solutions-là qui seraient acceptables socialement. Je pense qu'Hydro... je vais vous laisser répondre. Bien, dans le fond, comme on vous a répondu hier, Hydro-Québec a tous ses programmes d'efficacité énergétique qui sont toujours vivants. Les gens, on a les programmes pour les ampoules, on a tout ça. Mais on a quand même, comme entreprise, la mission et la responsabilité d'alimenter la clientèle québécoise en électricité. Alors, quand nous, on voit les progressions de la croissance qui augmentent, on a la responsabilité de fournir cette électricité-là aux gens. Si les municipalités permettent aux maisons de construire, puis de mettre des panneaux de 200, 400 ampères, puis de mettre des spas, puis tout ça, on ne peut rien faire contre ça. Comme entreprise, on se doit d'alimenter la demande. Alors, c'est sûr que comme communauté, comme Québécois, non, mais on a tous une responsabilité de consommer le moins possible. Puis c'est ce qu'Hydro-Québec demande à ses consommateurs de consommer. Mais nous, on a quand même la responsabilité comme entreprise de vous alimenter. OK. D'avoir aucun scénario dans vos 10 là, sur le tableau qui est actuellement à l'envers, aucun scénario d'alimentation alternatif, d'avoir aucun expert en énergie dans tout ce processus-là, ça montre un biais évident en faveur d'une ligne de pylône. Donc, là, j'ai amené, quelqu'un a souligné que j'avais fait un film tantôt, là. Je n'ai amené, attendez, il faut que je le dézippe. Je n'ai amené une copie, OK, pour ce que ça peut donner.
ce que ça peut donner. Alors, je pense que c'est important et j'aimerais vraiment, là, puis je pense que toute la salle va être d'accord avec moi, qu'on reprenne ce processus-là, puis qu'on regarde des solutions d'alimentation énergétique pour la région, la MRC Laurentide, Chertsey, etc., puis qu'on invite à la table des experts en énergie. OK? Il y en a plein de solutions. Là, j'en montre quelques-unes dans le film. Il y a aussi un DVD bonus. Vous avez peut-être déjà vu le film, vous n'avez pas vu le DVD bonus. Il y a plusieurs experts qui sont interviewés. Ils ne parlent pas de la ligne de transport là, à Saint-Adolphe. Le film a été fait en 2011. Mais je pense que c'est important qu'on s'éduque tous par rapport à l'énergie, Hydro-Québec compris. Et je vais vous dire, quand j'ai fait ce film-là, Hydro-Québec s'est senti visé. Il disait, on semble dire que notre engagement envers les autres formes d'énergie renouvelable n'est pas fort. Là, je paraphrase. Bien là, vous nous montrez dans tout le processus depuis 1 an et demi que c'est exactement le cas. Hydro-Québec pense juste à faire des lignes à haute tension, puis des barrages, puis les autres formes d'énergie, ça ne les intéresse pas. Mais si vous cherchez une solution acceptable socialement, ça ne sera certainement pas de jouer en déplaçant légèrement les pylônes ici, à droite, à gauche, l'envoyer plus vers Robert ou vers Joanne. C'est pas ça. C'est de faire comme Efficiency Vermont, puis d'avoir une attention particulière aux endroits où il risquerait d'avoir des nouvelles lignes parce que la demande est en croissance, pour écraser cette demande à la pointe là. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce que vous nous mettez copie du film? Merci. Il y en a déjà une copie au siège social, si jamais vous perdez celle-là, à la bibliothèque du siège social. Excellent, merci beaucoup. Est-ce que vous voulez répondre? Non, je pense que c'est Dans un le fond, commentaire. On reçoit un je vous ai commentaire. répondu hier. On n'est pas des experts des autres formes d'énergie. Puis, on a la responsabilité d'alimenter en électricité les Québécois. Il y en a chez Hydro-Québec. On aimerait ça. Reprenons là, un processus, là, mais avec des experts en énergie. Puis moi, j'en inviterais, là. Hein? Oui, mais vous comprenez on produit de l'hydroélectricité, puis notre mission, c'est d'alimenter toute la clientèle québécoise en électricité selon ses besoins. Mais c'est ça. Ben, c'est comme je vous dis, Hydro-Québec a dit le contraire quand j'ai sorti mon film. Il disait à quel point, oui, on a un grand intérêt pour toutes les autres formes d'énergie aussi. Bien, on a un intérêt dans le sens que c'est sûr que comme Québécois, tout le monde, plus on va développer d'autres formes d'énergie, plus on va être moins dépendant, bien, moins on va construire de nouvelles infrastructures. Mais il reste qu'on a notre responsabilité de base d'alimenter la clientèle. Là, je ne suis pas au courant, Madame de la batterie, là. Bon, merci. Merci. Il y a madame, s'il vous plaît. Oui, bonjour, Denise Payette, membre du comité aviseur. Je vais juste rapidement revenir sur quelque chose que j'ai mentionné hier. C'est que lorsque j'ai posé la question à Mme Gosselin sur pourquoi est-ce que les lignes de 315 doivent être soumises au BAP, pourquoi le règlement a été fait afin que ces lignes-là soient soumises au BAP, elle était incapable de répondre. Monsieur Hébert, lui, après quelques grimaces, a fini par nous dire que, ah oui, c'est parce que leur impact est important sur l'environnement. Et c'est juste pour amener une précision, les pylônes que vous voulez utiliser en ce moment sont plus gros que les pylônes de 315 qu'on trouve sur votre site. C'était juste une petite information. Ceci dit, j'aurais quelques phrases à vous lire, qui est un commentaire du ministre Arcan, je pense que vous le connaissez. C'est le ministre des Ressources naturelles et c'est le ministre de la région. Et je pense que c'est votre patron aussi. Alors, je voulais simplement le citer lorsqu'il est passé à Tout le monde en parle. Voici ce qu'il a dit. Vous savez, Dany, on est à Tout le monde en parle, hein? L'acceptabilité sociale, c'est maintenant devenu la chose la plus importante. Quand une entreprise arrive, la première chose qu'on leur demande lorsqu'on les rencontre, êtes-vous sûr que dans tel projet, vous avez l'acceptabilité sociale? Êtes-vous allé rencontrer les maires? Êtes-vous allé rencontrer les citoyens? Êtes-vous allé sur place pour voir, justement,
si ce projet-là est un projet qui, d'emblée, est acceptable pour les citoyens. C'est ça sur quoi on travaille actuellement. Alors, moi, j'ai une question à vous poser. Sur une échelle de 1 à 10, 1 étant le plus faible et 10 le plus fort, pouvez-vous nous dire l'acceptabilité sociale, quelle note vous donnez dans ce projet-là? Ben, on parle d'un projet de 42 km. Une note. Je veux juste une note. Non, on va lui donner l'occasion de donner toute l'information qu'elle souhaite. Une note, pas un do-ré-mi, une note. Madame Gosselin, allez-y. Ben, je pense qu'il y a des portions de la ligne qui sont très bien acceptées. Une note pour l'ensemble du projet. Une note pour l'ensemble du projet. Ben, je ne crois pas que j'ai à donner une note, madame. Non, pourquoi vous avez dit vous avez à donner une note? Parce que c'est une exigence du ministre des Ressources naturelles. L'acceptabilité Et ça fait partie de votre plan de développement. C'est une exigence. Vous devez donner une note. Non, madame doit répondre, peut répondre si elle le souhaite, et c'est ce qu'elle va faire. Bon, alors vous n'êtes pas capable de donner une note. Vous avez peur de donner une note. Merci beaucoup, madame. D'abord, madame, faudrait réussir à définir ce que c'est l'acceptabilité sociale. Faudrait voir. Attention. Non, mais c'est pas quelque chose d'individuel. On réussira jamais à avoir. Alors, on la veut, votre définition. Vous devez en avoir une définition. C'est un critère auquel vous devez obligatoirement répondre. C'est quelque chose qui se calcule pas. On fait tous les efforts. On fait tous les efforts. Ça ne se calcule pas. Vous devez l'atteindre, mais vous n'êtes pas capable de dire comment vous arrivez à atteindre l'acceptabilité sociale. On prend en compte toutes les préoccupations du milieu, on les intègre dans les projets, puis on travaille très, très fort pour favoriser l'accueil dans le milieu avec le moins d'impact possible. Et puis, à date, comment vous trouvez que ça se passe à date? Ça se passe dans les autres secteurs, outre Saint-Adolphe, ça se passe bien. Ben oui, ils n'ont pas la ligne, eux autres, on s'entend? Ils ont une ligne. Alors, comme ça, lorsque le ministre Arcan va vous parler, parce que c'est juste à vous qui parle, malheureusement, il faut bien le dire, à date, le ministre n'a pas daigné nous parler, mais lorsqu'il va vous appeler, vous allez dire qu'il n'y a pas de problème d'acceptabilité sociale à Saint-Adolphe. C'est pas ce qu'on va lui dire. Ah, bon. C'est bon, merci. On va donner le micro à monsieur derrière. Merci. C'est là qu'on voit votre fragilité. Oui. Malheureusement pour vous, madame, ça va aller à peu près dans le même sens. Votre nom, s'il vous plaît, monsieur? André Wilcox, citoyen de Saint-Adolphe d'Howard depuis une quinzaine d'années. André Wilcox, citoyen de Saint-Adolphe d'Howard depuis une quinzaine d'années. Payeur de taxes, électeur, client chez Hydro-Québec aussi. Je suis aussi membre du conseil exécutif du NPD dans Argenteuil, Petite Nation. Et vous savez probablement que la députée fédérale Mylène Freeman appuie la population de Saint-Adolphe dans cette lutte-là. D'ailleurs, ce n'est pas la seule. Le 26 juin dernier, l'ensemble de la conférence des élus des Laurentides appuyait la municipalité de Saint-Adolphe et le comité aviseur dans sa lutte contre ce projet-là. Donc, justement, pour faire suite, au niveau de l'acceptabilité sociale, c'est clair que vous ne passez pas la barre. C'est très, très clair. Alors, je ne comprends pas comment Hydro-Québec peut poursuivre alors que l'acceptabilité sociale n'est pas là, c'est clair. 76 élus, l'ensemble des municipalités de la région des Laurentides demandent un BAP. L'ensemble des citoyens de Saint-Adolphe d'Howard demandent un BAP. Il y a un seul qui ne demande pas un BAP, qui se fie aux experts d'Hydro-Québec, c'est le député Saint-Denis, mais probablement qui va se fier aux experts de TransCanada par rapport aux pipelines aussi. Alors, j'aimerais ça avoir une réponse à ça. Comment ça se fait qu'Hydro-Québec n'appuie pas la population dans sa demande au BAP? Et c'est important. L'histoire des techniques, là, ça ne change pas grand-chose, là. Je pense que c'est important de voir le travail qui a été fait. On a quand même revu tous les scénarios, 10 scénarios possibles,
qu'il y aurait eu, Vous n'atteignez pas la barre de l'acceptabilité sociale. Ça doit passer par le bureau d'audience publique sur l'environnement. Oui, mais ça prend une ligne. Ça prend une ligne. Il faut en construire une. Et cette ligne-là, elle devra être examinée par le bureau d'audience publique au niveau de l'environnement. C'est ce que la population, dans sa majorité, demande par la voix de ses élus. Pour madame... Je vous rappelle qu'il n'y a pas personne à Hydro-Québec qui est élu. L'ensemble de nos élus le demandent. Bravo! Monsieur, s'il vous plaît. Mon nom est Éric Gervais. Il a l'air d'avoir un petit peu de résistance à votre projet. Il a l'air d'avoir un petit peu de résistance au projet. Ça me semble... Pardon? C'est pas dans la ligne. Oui, c'est ça. Le courant passe pas. Ça me semble un petit peu bizarre de voir une ligne de 120 kV puis une structure pour 3 fois ça. Peut-être qu'on n'a pas besoin d'un BAP par la loi pour une petite ligne, mais la ligne, c'est plus ou moins ce qui dérange, c'est la structure qui dérange. Est-ce qu'il y a moyen de comprendre ça, puis de ne pas faire un précédent presque honteux pour Hydro-Québec de bypasser le BAP en disant, mais c'est pas vraiment la structure qui compte, c'est juste la ligne. Ça m'a l'air un petit peu bizarre. Ça a l'air arrangé avec le gars des vues. C'est peut-être un petit peu pour ça qu'il y a de la résistance. Dans le fond, là, c'est pas si compliqué que ça. On veut un BAP. C'est juste ça. Je vais juste répéter. OK, elle va répéter. La loi ne changera pas parce qu'on le demande. La loi est très claire. Puis nous, on va se soumettre aux décisions gouvernementales. La législation est là pour ça. Mais la seule chose que je veux peut-être vous préciser, là, le bureau d'audience publique, c'est dans le fond, nous, on va déposer notre étude environnementale au printemps 2015. Et suite à ça, les analystes du ministère de l'Environnement vont nous poser des questions sur notre étude et faire l'évaluation de notre étude. C'est juste à ce moment-là, dans les cas où il y a un BAP, que le ministre mandate le bureau d'audience publique pour tenir des séances d'information sur le projet. Donc, le BAP se prononce sur le projet lorsqu'il est ficelé, lorsqu'il est terminé, lorsque le tracé final est déposé, l'étude terminée. Nous, ce qu'on a fait avec vous, avec la population, avec le comité technique régional, c'est de travailler pendant 1 an avant pour que les gens soient informés puis que vos préoccupations soient connues puis qu'on les intègre le plus possible dans notre projet. On est là en arrière. Il y a des citoyens là, qui ne viennent pas nécessairement ici, mais qui viennent nous rencontrer dans les portes ouvertes puis qui nous demandent si c'est possible de bouger un pylône, si c'est possible, si on passe dans le creux, là, on va moins les voir. Puis on essaie tout ça. On essaie de l'améliorer, le projet. Puis ça, quand le BAP arrive, là, il est trop tard parce que le projet, il a été déposé. Nous, on fait cet exercice-là en amont pour être sûr que vos préoccupations puis que le projet est le plus optimisé possible. C'est certain, vous n'en voulez pas de ligne. Vous la voulez pas tout court. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut en faire une. Faisons-la ensemble, faisons-la le mieux possible. Alors, on essaie de travailler, puis on essaie de regarder toutes les alternatives possibles. C'est pour ça qu'on est là. C'est pas ça, là. C'est pas parce qu'on veut pas une ligne. C'est parce qu'on veut un BAP. C'est pas parce qu'on veut pas de ligne. On comprend, on a besoin d'électricité, là. On comprend ça. On comprend que vous avez besoin d'acheminer de l'électricité à votre clientèle. C'est pas ça. C'est juste que vous êtes juge et partie. On peut-tu avoir un BAP? C'est indépendant, un BAP. On va avoir l'impression d'être entendu. On n'a pas l'impression d'être entendu. On a l'impression d'être enfiroidé. On peut-tu être entendu? Monsieur, s'il vous plaît. Monsieur, s'il vous plaît, qui est au micro. Oui, donc mon nom est Nicolas Bebnevski-Roy.
Je suis résident de Saint-Adolphe depuis ma naissance. Et aussi membre du comité aviseur depuis le tout début. Bon, vous savez, là, puis d'ailleurs, peut-être pour préciser là, par rapport au BAP, on sait que le BAP privilégie de travailler en amont pour justement pas faire le projet, puis que s'il y a des recommandations de dire non, ça ne fonctionne pas, mais de travailler en amont pour éviter de dépenser de l'énergie en travaillant sur le projet. Bon, vous savez, ça fait 1 an et demi, pratiquement, on s'enligne vers les 2 ans, que nous, on est bénévoles. En fait, on met notre temps les week-ends, les soirs de semaine. Puis c'est pas assez, en fait, il faudrait toujours en faire plus. Puis, vous savez, on vit un stress ici depuis le tout début qu'on a appris cette ligne-là. Moi, d'ailleurs, je terminais mon bac en génie civil. Puis quand j'ai appris ça, là, ça m'a pris toute la semaine pour digérer. J'avais même de la misère à me concentrer, en fait, dans mes études. Là, j'aurais jamais pensé à être au combat avec Hydro-Québec. Vous savez, par rapport aux lignes de transport, nous, en fait, la demande d'un BAP, c'est pas une demande frivole. Parce que, voyez-vous, nous, on s'appuie sur les documents, en fait, d'Hydro-Québec, qui s'intitulent, entre autres, « Perception des lignes de transport ». Dans ce document-là, ça fait état, justement, de l'acceptabilité sociale. Ça décrit aussi c'est quoi une 120, c'est quoi une 315, c'est quoi une 735. Puis d'ailleurs, pour vous dire, là, une 315, ça a 43 mètres de largeur, puis 45 mètres de hauteur. Présentement, les pylônes vous voulez installer ont 46 mètres, puis la largeur de déboisement, 46 mètres. C'est déjà plus que ce qu'une 315 est. Donc, quand on s'appuie sur le règlement, sur les projets assujettis au BAP, qui fait état d'une 315, bien, nous, on s'appuie sur les dimensions d'une 315. Parce qu'on s'entend que les impacts sont surtout sur l'environnement, les impacts sociaux, l'impact sur le milieu. Économique. Donc, la demande d'un BAP n'est pas frivole tant qu'à moi. Puis, j'aimerais aussi ajouter là, que, bon, tu sais, il y a une multitude de scénarios possibles. On s'était fait même dire qu'on pourrait passer la ligne à coup de joie. Je veux dire, on a les capacités techniques, on a la technologie, on a aussi le savoir-faire, on a quand même créé Hydro-Québec, c'est le Québec qui a fondé cette entreprise-là. Oui, nous en sommes tous propriétaires. Exactement. Parce que présentement, bon, je me répète, quand je suis venu mardi à Saint-Adèle, là, il y a des documents qui ont été déposés à la Régie de l'énergie pour le poste de Saint-Jérôme. Parce qu'on s'entend que les grands besoins, la grande demande énergétique, c'est dans la région de Saint-Jérôme. Eux autres sont plus capables de nous feeder, de nous alimenter par, en fait, au nord de Saint-Jérôme, en fait, nous alimenter par le sud ici. Donc, puis dans votre document, vous avez déposé 2 scénarios. Une, que le poste Saint-Jérôme serait construit, puis que les postes satellites, certains postes satellites seraient retransmis au poste Grand Brûlé. Donc, c'est le scénario que vous nous proposez. Puis le scénario 2, qui correspond à la famille A de votre projet, c'est de construire le poste Saint-Jérôme tout en conservant l'alimentation des postes satellites situés au nord. Donc, moi, je veux savoir, selon vous, en fait, pour poser une petite question, les projets qui sont assujettis au BAP, ça fait état d'une tension de 315, puis d'une longueur de 2 km et plus. En quoi la ligne que vous nous proposez serait moins impactant qu'une ligne clairement identifiée de 315 de 2 km de longueur?
Écoutez, je ne connais pas l'intention du législateur quand ils ont spécifié là, que c'était pour une ligne 315 000 volts et plus. Pourquoi? Est-ce que c'est vraiment concernant les impacts qu'ils ont mis cette limite-là dans la loi? Tout ce que je sais, c'est que nous, on se soumet à la loi. Quand on envoie un avis de projet au gouvernement, ben on évalue le projet. C'est une ligne 120 000 volts, c'est une ligne 315 000 volts. Donc, on va demander... Dans le cas d'une 120, un article 22, selon la loi sur la qualité de l'environnement. Puis dans le cas d'une ligne 315, un article 31. Puis le gouvernement nous donne une directive, nous envoie comment l'évaluation environnementale doit être effectuée. Puis c'est ce qu'on fait. On fait ça dans tous nos projets, on applique la loi. Puis on fait plusieurs projets de ligne 120 kV. Donc là, je peux pas vous dire si c'est à cause des impacts, si c'est la hauteur du pylône, la largeur d'emprise. Je sais pas ce que... C'est les impacts. Il a dit peut-être que c'est ce que le législateur, mais je veux dire, si on l'a pas écrite, là, la loi, madame. OK, attention. Merci. Donc, je veux juste vous dire... J'aimerais juste dire que, dans le fond, les caractéristiques physiques de la ligne que vous nous proposez, d'ailleurs, sont plus importantes que votre description de ligne 315 dans votre document « Perception des lignes de transport ». Bien, comme M. Bérubé a répondu hier, je pense que vous l'avez vu sur l'image hier, on a plusieurs types de pylônes 315 000 volts. Puis, il y a, selon les différentes caractéristiques, selon l'espace qu'il va y avoir entre les pylônes, les conducteurs vont plus ou moins balancer. La largeur de l'emprise va être évaluée en fonction du balancement des pylônes, puis en fonction de d'autres critères. Donc, tout ça est très variable. Il y a peut-être ça sur le site Hydro. C'est peut-être une ligne qui a été construite, je ne sais même pas en quelle année. C'est peut-être avant le verglas, c'est peut-être après le verglas. Donc, on pourrait faire l'exercice de voir, mais il y a sûrement des lignes 315 000 volts qui ont des pylônes beaucoup plus hauts que ce qu'on propose, puis des emprises plus larges. Je ne sais pas, Louis-Philippe, si tu veux compléter. C'est bon. OK. Donc, c'est pourquoi que je vous dis que notre demande d'un BAP n'est pas frivole, puisque les caractéristiques physiques de la ligne proposée sont plus importantes que la description physique d'une ligne 315. Merci beaucoup. Je comprends bien. Je voudrais juste vous indiquer qu'il est 12h20. Je pense que si on finissait à 12h30, ce serait très bien. Il y a monsieur, et ensuite madame, et madame Lapointe, vous voulez parler aussi? OK. Alors, c'est 4 personnes, puis ensuite on va terminer. Merci. Okay. Monsieur. Je m'appelle Michel Berbery. Je suis retraité d'Hydro après 33 ans de service. Comment dire ça? Au micro. Quand Hydro a été nationalisé, c'était dans le cadre aussi d'un pacte social. Je trouve tout à fait louable votre loyauté envers l'entreprise, mais vous avez un devoir de loyauté envers l'ensemble des citoyens du Québec. Et ce que je vois ce matin, c'est que vous ne le respectez pas, malheureusement. Merci, monsieur. Madame. Oui. Vous n'avez aucun commentaire? Madame. Non. Bonjour, j'ai attendu pour parler, d'essayer de glaner le plus d'informations possible, parce que moi aussi, je suis une résidente de Saint-Adolphe, nouvelle résidente, mon nom est Claudette Hainaut. Et on a parlé des pylônes, puis j'ai une question justement là-dessus. Si vous voulez transporter une ligne de 120 000 kV, pourquoi installer des pylônes qui pourraient en transporter 350? Et quelle est la grandeur d'un pylône qui, normalement, transporte une ligne de 120 000 kV? Est-il plus petit? A-t-il moins d'emprise pour le déboisement? Est-il aussi solide si jamais il y aurait un verglas? Puis, une autre remarque, si depuis 1 an, vous avez travaillé sur vos planches à dessin pour développer des pylônes plus courts, plus résistants, pour qu'il y ait moins d'impact, pourquoi vous ne travaillez pas donc sur les lignes d'enfouissement avec autant d'ardeur pour qu'au lieu de durer 40 ans, elles durent 100 ans? Parce que si vous êtes capable de le faire avec des pylônes, vous êtes sûrement capable de le faire avec une ligne souterraine.
Moi, en 1980, je travaillais pour la compagnie Honeywell, puis j'avais un patron qui était ingénieur, qui travaillait sur les lignes de télécommunications et qui avait installé des lignes de télécommunications au Burundi. Et avant de le faire, il avait dû consulter le roi du Burundi. Et tout ça a été financé par la Banque monétaire, les Fonds monétaires internationaux. Et le roi avait dit, oui, vous pouvez installer des lignes pour Internet, pour la télécommunication, tout ce que vous voulez, mais ne détruisez pas nos paysages. Puis vos lignes vont devoir être enfouies. Ben, croyez-le ou non, en 1980, toutes les lignes ont été enfouies au Burundi. Alors, je me demande pourquoi que nous, au Québec, on ne peut pas enfouir nos lignes. Travaillez plus dur sur vos planches à dessin, puis amenez-nous des résultats autres que les pylônes, puis arrêtons de défigurer le Québec, s'il vous plaît. Puis en plus, il y a une autre affaire. On a parlé d'impact, mais on n'a pas parlé d'impact sur la santé. Moi, j'ai consulté le site d'Hydro-Québec, puis j'ai vu qu'il y avait des études sûrement très sérieuses, par des gens non moins très sérieux, qui ont été faites sur l'impact sur la santé des humains et des animaux et sur l'environnement quant au développement du cancer. Parce que selon moi, quand tu vis avec une ligne de pylône à haute tension, c'est comme si tu vivais dans un four à micro-ondes. Puis un four à micro-ondes, ça cause le cancer, si vous le savez pas. Alors, c'est pas pour rien qu'on développe, j'étais à l'hôpital Maisonneuve, Rosemont hier, puis qu'on développe une unité de cancérologie supplémentaire avec des méga hôpitaux pour accueillir tous ceux qui souffrent de cancer parce que ça va en augmentant, c'est fulgurant. Ça n'a même pas d'allure. Pensez pas qu'il y avait une relation entre les pylônes, ce que ça dégage, puis l'augmentation d'une population malade. Alors, je vous inviterai à penser à ça puis à nous trouver des solutions plus acceptables. Merci beaucoup. Merci, madame. Rapidement, si tu veux répondre. Bien, si vous avez des craintes pour les champs électromagnétiques, la ligne en bordure d'emprise a des champs électromagnétiques de 0,5 microtesla. C'est la mesure. Santé Canada, puis au Québec, là, le ministère des Santé n'exige pas de maximum. Il ne se prononce pas parce qu'il juge qu'il n'y a pas d'effet nocif sur la santé. Il faut regarder les normes internationales. La plus sévère est celle de l'Organisation mondiale de la santé. Elle est à 200 microtesla. Donc, ce que vous avez dans votre maison, les champs magnétiques dans une maison, c'est entre 1 et 2 microtesla. En bordure de notre emprise, on a 0,5 microtesla. Donc, c'est l'équivalent de ce que vous avez dans la maison, de ce que vous avez devant le four. Puis, c'est sûr que si vous vous approchez d'un micro-ondes, il y en a plus. Si vous vous approchez de votre micro-ondes, vous avez 30 microtesla dans votre maison. C'est tout ce que je peux vous dire. Il n'y a pas d'impact sur la hauteur. La première question, la madame. hauteur. Monsieur Bérubé va répondre à votre question sur les pylônes. Oh, tu peux revenir, s'il te plaît. Non, reviens à l'autre avant avec les deux pylônes. C'est bon. Alors, quand on regarde le nouveau pylône qui va être conçu dans le cadre de ce projet-là, toutes les distances dans le pylône, donc la distance entre les fils électriques et la structure, entre les deux types de fils électriques ou avec le sol, sont les distances qu'on utilise pour toutes nos lignes 120 kV. Donc, un pylône 120 kV qu'on utilise sur les autres projets qui auraient eu seulement un conducteur aurait eu les mêmes distances de dégagement électrique. La hauteur actuelle varie en fonction du positionnement des pylônes et du terrain qu'on vient rencontrer. La moyenne varie beaucoup entre chacun des projets. Ça peut être, pour certains projets, on aurait exactement la même hauteur. Pour d'autres projets, ils sont plus hauts. Pour d'autres projets, ils peuvent être plus bas. Donc, la hauteur n'est pas indicatif d'une région à l'autre. Ça peut varier beaucoup. Oui, ça peut varier beaucoup en fonction des projets, puis du positionnement, puis du type de terrain rencontré. Une ligne de 315 serait plus haute, car on aurait besoin d'avoir des distances par rapport au sol plus grandes. Donc, pour cette raison, on devrait rehausser les pylônes. En fait, dans le cadre de ce projet-ci, ce serait impossible d'utiliser ce pylône-là à 315 000 volts, car les distances avec la structure, les distances entre les fils, la distance avec le sol ne permettraient pas d'exploiter cette ligne-là à 315 000 volts.
OK. On va donner une autre information là-dessus. Si on regarde ce schéma-là, montre deux structures. Si on avait pris la structure prévue pour 315 000 volts, si on l'installait pour une exploitation à 120 000 volts, puisque le conducteur serait plus proche du sol, la structure serait forcément plus basse. Versus une ligne à 315 000 volts, on parle d'un ordre de grandeur de 5,8 mètres pour une ligne à 120 000 volts, et entre 7,3 et 11 mètres, dépendant du type de terrain. Donc, si on croise une route ou si on est au-dessus d'un champ, etc., pour une ligne à 315 000 volts. Donc, on serait obligé de rehausser la structure pour être capable de l'exploiter. Dans notre cas, en plus de ne plus avoir une structure exploitable à 315 000 volts, tous les dégagements au sol seraient ceux de 120 000 volts. Et ces dégagements-là ne sont pas dépendants du nombre de conducteurs, ils sont seulement dépendants de la tension électrique qui est de 120 000 volts. On peut aller jouer là, puis il n'y a pas de danger du tout pour nous autres, notre santé, rien. On peut aller jouer des... Madame Gosselin? Non, dans l'emprise, il n'y a aucun danger. Il y a souvent... Attendez. Reviens donc sur l'autre pylône. C'est bien ça? Excusez-moi, mais les potences, ça va pouvoir se changer très facilement. Les structures? Ben oui. Les consoles? OK, on reprend. Non, mais si on regarde les consoles sont fixées à une hauteur déterminée. Pour pouvoir aller chercher la distance que j'ai besoin ici, il faudrait que j'allonge la console puis que j'augmente les sections de la tête. Donc, je rehausse les sections de la tête. Ce qui arriverait, c'est à ce moment-là, puisque mon pylône se retrouverait à être plus haut, puis mes charges devraient être plus haut, toute la structure inférieure ne serait pas capable de prendre des charges. C'est techniquement possible. Non, ce n'est pas possible techniquement. Non, ben voilà, on en arrive là. Madame, s'il vous plaît, puis ensuite, parce qu'on approche midi 30. Non, on reste après, parce qu'il y a des gens qui veulent continuer la discussion avec des gens individuellement. Allez-y, madame. Le projet qui est développé, il y a eu plusieurs de mes questions qui viennent d'être répondues, pas répondues dans le fond, là, mais que j'avais à poser. Est-ce que, je sais que Hydro, vous faites des planifications dans votre grande sagesse là, sur des 40, 80 ans. Est-ce que dans les projets qui sont planifiés, éventuellement, on projette de passer du 315, en modifiant les pylônes, naturellement, mais est-ce que dans ce qui est projeté? Parce que quand vous avez commencé, là, vous n'arrêtez pas d'ébaisser les pylônes. Quand vous avez commencé, c'était des pylônes 315, mais pour le moment, on mettait du 120. Mais est-ce qu'à long terme, c'est prévu de passer du 315? Parce que vous faites des planifications à long terme. Est-ce que c'est prévu de mettre du 315? Comme on l'a expliqué hier, le réseau qu'on a alimenté est à 120 000 volts. Mais M. Giroux peut répondre à long terme la planification du réseau. S'il va y avoir plus de demandes, peut-être, à moins qu'on soit tous morts, parce que la planète s'en va. Pour répondre à votre question, oui, Hydro-Québec, on fait une planification sur 20 ans, sur 15 ans, puis on l'étire un petit peu jusqu'à 20 ans. On se base sur l'historique des prévisions du distributeur, la partie là, qui gère la demande. On a des prévisions sur 15 ans aussi. On les étire sur 20 ans. On valide ces prévisions-là avec les municipalités, les plans de développement. Donc, on s'est vraiment concentré dans les dernières années sur ce qui se passe entre Tremblant et Saint-Jérôme. On a fait des projets Tremblant, le poste du Mont-Tremblant en 2009. En 2008, on a construit le poste de Saint-Lin. On est en pleine construction du poste de Mirabel actuellement. Donc, la demande, elle est très forte. Elle est le double de la province sur toute la section des basses Laurentides. L'augmentation est le double. Pas la demande, excusez-moi. L'accroissement est le double de l'accroissement de la province. Donc, on s'est concentré sur cette zone-là. On a regardé les besoins globaux de la zone et le projet d'une ligne à 120 000 volts pour venir alimenter le poste Saint-Sauveur et Doc-Grignon est suffisant pour un minimum de 20 ans. Plus loin que 20 ans, c'est difficile de s'étirer puis voir ce que va être la croissance. Pour la partie... Est-ce que vous êtes capable de nous dire une prévision, mettons, dans 25 ans, est-ce que vous avez peut-être une ligne de 300, je ne sais pas combien de volts? 315. Vous êtes capable de voir quand même dans le futur. Si vous êtes capable de voir les fils sous terre à 40 ans, vous êtes capable de nous dire ça, là? Pour répondre à cette partie-là du 315, je répète, la ligne qui vient alimenter ici va avoir une capacité suffisante pour un minimum de 20 ans et au-delà. Pour la question du 315 000 volts, je n'en ai pas à Grand Brûlé. Je n'en ai aucun non plus. Toutes les lignes en jaune que vous voyez,
c'est du 120 000 volts. Donc, toute la région complète, à partir de Saint-Jérôme, aller jusqu'à Mont-Laurier, je n'ai pas de 315 kV. Les densités de charge de la clientèle qui est ici, le réseau 120 kV va fonctionner. Parce que dans 20 ans, les gens vont venir ici pour dire qu'il faut élargir et mettre des plus gros pylônes parce qu'on a encore besoin d'électricité. Est-ce que ça va être recommencé? Ce que je peux maintenir aujourd'hui, c'est que la ligne a une capacité suffisante pour adresser 20 ans ferme et au-delà. Puis le au-delà, je ne peux pas me prononcer parce que je ne sais pas ce qui va se passer avec certitude au-delà de 20 ans. Mais vous, pour vous la dites partie... que vous faites des pylônes qui durent 80 ans versus de l'enfouissement du 40 ans, mais vous, votre planification, c'est sur 20 ans. Attendez une petite seconde. Quelque chose que je comprends pas. Oui, on va essayer d'expliquer. Madame Gosselin, pouvez-vous juste nous aider là-dessus? Mais quand on parle de durée de vie, c'est que la ligne, elle est amortie, donc son coût nous sert pour 80 ans. Dans 20 ans, si jamais il fallait ajouter un poste quelque part, la ligne qu'on a construite en 2016, elle est encore bonne et elle nous sert encore pour 60 ans supplémentaires. Ce qu'on vous dit là, c'est que le projet répond à vos besoins pour au-delà de 20 ans. Et au-delà de 20 ans, il faudra revenir dans la région peut-être pour voir s'il y a une addition à faire dans un poste ou ailleurs pour répondre à la demande à ce moment-là. Alors, Madame, vous avez... J'avais une deuxième question, c'est au sujet des expropriations, parce que un tracé versus un autre, c'était les expropriations, le nombre d'expropriations. Moi, c'est plus un commentaire, c'est que les expropriations, là, on fait ça un à un, là, tranquillement, puis on négocie avec un, puis on dit refuse ça, parce que plus tard, tu vas avoir plus d'argent. Ça devrait être un processus transparent. C'est-à-dire qu'une expropriation, là, c'est tant d'argent que ça vaut, puis il ne faut pas lésiner sur la valeur d'une expropriation. Parce qu'il n'y a pas juste la valeur de la propriété. Il y a plein d'autres facteurs dans l'expropriation. Puis ça devrait être un processus transparent. Ça ne devrait pas être Hydro-Québec qui négocie un à un, puis on va faire un petit projet avec toi, un petit projet avec l'autre. Là, refuse parce que tu es mieux d'être le dernier qui va refuser parce que c'est toi qui vas avoir le plus d'argent. Parce que ça, c'est un frein, je pense, au développement. C'est de la manière que les expropriations sont faites. Merci beaucoup, madame. Madame? Vous vous présentez, s'il vous plaît? Oui, Chantal Garçou, je suis résidente de Saint-Adolphe pour la 2e année. D'abord, je voulais juste dire que j'ai un petit irritant avec l'animation parce que j'anime moi-même des groupes, puis je ne comprenais pas pourquoi les gens qui se sont exprimés hier ne pouvaient pas s'exprimer ce matin parce que quand on vient entendre de l'information comme ça, c'est important d'avoir l'information du côté d'Hydro-Québec, mais c'est aussi important de l'avoir du côté des citoyens, puis du comité de citoyens qui travaille depuis 2 ans gratuitement et qui donnent de leur temps. Donc, c'était aussi très important qu'on les entende. Alors, je ne comprenais pas pourquoi que Mme Perrault, qui s'était exprimée hier, ne pouvait pas s'exprimer aujourd'hui. C'est noté, merci. OK. L'autre chose, j'ai cru comprendre hier par M. Giroux que le corridor déjà existant donnerait une planification sur 15 ans. Là, on dit que ce tracé-là donnerait à Saint-Adolphe une planification sur 20 ans. Je comprends que ça peut dépasser au-delà de ça, mais là, on s'engage pour 20 ans. Donc, moi, je pense que ça vaut la peine de prendre le corridor déjà existant pour 15 ans. Puis, dans 15 ans, il y aura peut-être un changement sur la façon d'alimenter les gens en électricité. Et je crois que ça vaut la peine d'opter pour cette solution-là. Parce que vous disiez qu'Hydro-Québec était sensible à l'impact de leur projet. Alors moi, je me suis amusée tantôt à voir ça va être quoi l'impact du projet de Saint-Adolphe. Donc, expropriation, parce qu'il va en avoir. Et ça a un impact, donc, du côté humain. Ça a un impact sur la baisse des valeurs de la propriété. On est 4000 permanents à Saint-Adolphe et 4000 villégiateurs. Ça a un impact sur l'environnement, qui est un milieu sain, naturel, sauvage. D'ailleurs, on le sent tout de suite, la qualité de l'air est très bonne ici. Ça a un impact sur l'écosystème fragile, les lacs, les montagnes. Donc, ça a un impact important sur l'environnement. Ça a un impact sur le tourisme, donc sur les revenus pour la municipalité, puis ainsi que pour les baisses des propriétés. Ça a aussi un impact économique. Ça a un impact, évidemment, paysager. Et ça a un impact sur la santé des gens qui vont vivre à proximité des tours, des pylônes. On a beau nous dire, c'est comme les compteurs communicants, la façon dont Hydro-Québec a agi avec les compteurs communicants.
Je trouve ça épouvantable parce qu'en leur mettant des frais extrêmes de 200 $ au départ par année et de 98 $ pour l'installation, il y a plein de gens qui ont opté pour les compteurs communicants et il n'y a aucune étude fiable qui nous dit si c'est nocif ou pas pour la santé. Et puis Hydro-Québec s'est même dépêché à certains moments pour installer les compteurs communicants. Même si on avait notre nom sur la liste. Et ça, je trouve ça épouvantable, la façon dont Hydro-Québec se comporte. Donc, je vais juste revenir sur l'impact. Donc, impact au niveau de l'environnement, impact humain, impact touristique, impact économique, paysager, puis environnemental. Est-ce que c'est suffisant, ces impacts-là, pour qu'Hydro-Québec arrête d'essayer de nous convaincre de passer la ligne d'hydro sur notre montagne et s'assoit pour trouver une autre solution, comme d'utiliser le tracé qui est déjà existant. Et je pense que le message est clair, et puis je pense que les citoyens sont rendus à se tenir vraiment debout. S'il le faut rencontrer les ministres, on va agir, mais le message est clair, c'est non. Les impacts, comme je l'ai mentionné tantôt, sont trop importants. Alors, ça suffit. Puis est-ce qu'à long terme, on veut un Québec balafré, défiguré? C'est ça qu'on veut pour notre Québec, c'est ça qu'on veut laisser à nos enfants. C'est important de se poser la question. Puis je pense que Saint-Adolphe, juste du fait qu'on vit dans l'environnement qu'on vit, je pense que là, il est temps de dire non au saccage des montagnes puis des arbres. Merci. Je voudrais peut-être seulement clarifier pour la solution de la ligne au nord que vous dites qui durerait 15 ans. C'est la raison que M. Giroux a expliqué hier pour laquelle cette solution-là ne peut pas être retenue, c'est que ça nous mettrait 5 postes sur une même ligne. Et donc, si on perd la ligne, on est trop fragile, on perd une extrêmement grande région. C'est les explications qui ont été données hier. Merci. Il n'y a pas d'autre solution. C'est clair. Mon compteur, quand j'avais demandé de ne pas l'enlever, pourquoi Hydro-Québec est venu chez moi? Ça, c'est une autre réunion. Non, c'est une autre réunion, on vient d'en parler. Ça fait encore une preuve qu'ils veulent être de bonne foi, encore comme ça, c'est la même chose que ça. Mais à une autre chose, ils sont venus chez nous, ils m'ont envoyé une lettre, j'ai appelé, j'ai réservé sur une... Ils m'ont donné, ils m'ont certifié que j'en avais pas de compteur intelligent. Et je suis partie travailler. Quand je suis venue chez nous, il y en avait un. Alors, j'ai essayé de communiquer avec Hydro-Québec. Jamais personne qui m'a répondu. J'ai essayé de communiquer après ça avec les sous-traitants. Et la seule phrase qu'on était capable de me dire, et c'est une petite fille d'à peu près 20 ans par sa voix, qui disait « Excusez-moi, madame, mais c'est tout ce que je peux faire. Excusez-moi, madame, mais c'est tout ce que je peux faire. » Alors là, vraiment, ça, pas juste moi qui est en colère, tout ça. Alors là, il y a les pylônes, mais il y a ça aussi en plus dans la région. On s'est fait avoir. Merci. J'ai dit tantôt que... Mais qu'est-ce qu'on va faire, madame? J'aimerais ça qu'on nous réponde éventuellement. Ben pour ce qui est des compteurs, je peux demander à Sophie de... Vous demanderez à Sophie tout à l'heure. Merci. J'aimerais ça que ce soit généralisé parce qu'on a eu un gros problème dans la région avec ça. Et c'est plate en chien. Parce que moi, mon fils, il est à 2 pieds sa tête quand il est couché de ça. Puis on ne sait pas si c'est dangereux. OK? Puis moi, je ne peux pas verrer son lit de bord parce que la chambre est trop petite. OK. Est-ce que... On va reprendre individuellement tantôt, peut-être. Non, je pense qu'il est moins 20, 1h moins 20. Il y a monsieur, puis ensuite, Madame la mairesse, si vous voulez dire un mot. Monsieur. Monsieur, s'il vous plaît. Ça me choque tellement, madame. Oh. Je vais être bref. Votre nom, monsieur, s'il vous plaît? Roger Beaune. Monsieur Beaune. Madame Gosselin, comme vous savez, j'étais présent aux 3 réunions cette semaine. Alors, j'étais présent aux 3 réunions cette semaine. Une chose que j'ai notée, c'est que les préoccupations des citoyens qui n'étaient pas conformes au choix
de projets que vous avez faits, qui est la ligne A, qui traverse nos belles montagnes à Saint-Adolphe, ont été rejetés et argumentés. Oui. Alors, j'aimerais que vous sachiez que nous, ici à Saint-Adolphe, il existe une solidarité extraordinaire et que nous allons poursuivre nos interventions et nos actions jusqu'à temps que nos préoccupations soient respectées. Merci. Madame Lapointe, vous avez le mot de la fin. Merci à toutes les personnes qui sont intervenues aujourd'hui. Vous avez très limpidement démontré que ce projet-là n'est pas acceptable à Saint-Adolphe. Peut-être que si Hydro dit on a fait 80 rencontres d'information, oui, mais à Saint-Adolphe, il n'y en a pas eu 80, là, il faut se comprendre. Et finalement, les revendications des autres municipalités, pour la plupart, ont été entendues. Nous nous trouvons isolés, dans le fond, les seuls qui vont avoir des impacts épouvantables. Je tiens à féliciter toute la population pour son engagement, sa mobilisation qui ne fléchit pas. Et je tiens à vous dire, mesdames, messieurs d'Hydro-Québec, cette mobilisation, elle ne fléchira pas. Vous nous dites que, M. Giroux nous disait que vous avez passé une ligne à Tremblant. Bien, moi, quand je vais à Tremblant, je ne la vois pas sur le sommet de la montagne. Hein? Elle n'a pas passé là. À Saint-Adolphe, ici, là, c'est une destruction de notre environnement, de notre qualité de vie. Comme le disait si bien Madame tout à l'heure, les impacts sont immenses. On porte fièrement un carré bleu. Ça n'est pas un carré rouge, mais c'est un carré bleu, en symbole de la volonté de la population de Saint-Adolphe de protéger notre environnement et notre qualité de vie. Notre mobilisation ne s'arrêtera pas. Je vous demande de rester à l'affût. Nous aurons une manifestation en début janvier. Nous prévoyons rencontrer les propriétaires dont la propriété est directement touchée par la ligne avant Noël. Si vous en connaissez dans votre entourage qui ne nous ont pas jusqu'à maintenant donné leur adresse courriel, s'il vous plaît, demandez-leur de communiquer avec la municipalité. On a ici Madame Hainaut, une nouvelle résidente de Saint-Adolphe, qui a pris fait et cause pour ces 40 propriétaires qui sont vraiment en ce moment très, très bouleversés. Puis M. Dubois et Madame, nous sommes de tout cœur avec vous, vous le savez, et puis nous allons vous appuyer. Alors, enfin, finalement, la demande de Saint-Adolphe, pour toutes les raisons qui ont été mentionnées, on va continuer notre pression, on va accentuer notre pression publique pour obtenir un BAP. C'est ça que la population veut. On l'a dit, quand on aura une recommandation du BAP, on s'y conformera. Mais on veut un organisme indépendant qui fasse cette recommandation-là. Je tiens à souligner le travail extraordinaire du comité aviseur, du comité de vigilance. Vous avez donné 1 an et demi de votre vie. Puis c'est vrai là, ce qu'on dit là, parce qu'on y pense tout le temps à ce fléau. Et je tiens à féliciter aussi les membres du conseil municipal, dont certains sont présents ici, qui étaient présents aussi hier soir. Je vous dirais aussi toute l'équipe de la municipalité qui va tout mettre en œuvre pour que Saint-Adolphe garde son cachet, garde
sa beauté et son âme. Voilà. Alors, merci. On lâche pas. Merci.